14 jours, c'est le temps qu'un peuple reçoit pour plier. Dans ce couloir de 2 semaines, Ibrahim Traoré se voit sommé de choisir entre l'obéissance silencieuse et la souveraineté assumée. Que signifie, pour des millions d'Africains, un ultimatum rédigé loin du Sahel et présenté comme une simple procédure administrative? Derrière ce compte à rebours, c'est tout un continent qui se demande si la dignité a encore le droit d'exister sans permission. Ce récit ne se contente pas de suivre un discours viral, il tente de comprendre ce qu'il révèle. En partant de l'ultimatum adressé au Burkina Faso, l'objectif est de montrer comment une réponse jugée marginale par certains a pu devenir un signal continental. Au fil des prochaines parties, l'analyse passera par les chiffres, les réactions diplomatiques, les transformations sociales, mais aussi les doutes légitimes que suscite la stratégie d'Ibrahim Traoré. L'enjeu dépasse largement le seul Ibrahim Traoré Burkina Faso News du moment. Il touche à la manière dont les institutions internationales conçoivent encore la place de l'Afrique dans l'ordre mondial. Si ce cas précis éclaire les rapports de force contemporains, il permet aussi d'interroger une question simple. Jusqu'où un État peut-il aller pour défendre sa marge de décision sans s'enfermer dans l'isolement? Ce qui se joue ici n'est donc ni un miracle, ni une chute annoncée, mais un test de cohérence entre discours et actes. La première surprise est venue des chiffres, pas des slogans. En moins de 48 heures, l'intervention d'Ibrahim Traoré a été traduite en plus d'une quinzaine de langues et partagée des millions de fois, bien au-delà du cercle habituel des Burkina Faso News. Ce volume de circulation ne transforme pas automatiquement un dirigeant en héros, mais indique qu'un langage longtemps marginalisé vient d'atteindre une audience inédite. Dans ce contexte, le Burkina Faso n'est pas un plateau de télévision, mais un pays enclavé du Sahel, longtemps présenté comme dépendant des forces étrangères pour sa sécurité et de l'aide internationale pour sa stabilité économique. Pendant des années, les casques bleus, les bases militaires et les programmes d'assistance ont structuré le récit dominant. Un État fragile entouré de menaces, supposé rester docile pour être accompagné. La réponse directe à l'ultimatum rompt avec ce scénario. Au lieu de laisser le document circuler dans les couloirs diplomatiques, le pouvoir choisit la publicité, la transparence brutale d'une lettre lue et assumée devant la population. Le timing compte autant que le contenu. L'ultimatum arrive après une longue période de frustration liée à l'inefficacité de la sécurité importée, aux promesses non tenues et à la sensation diffuse que les décisions se prennent ailleurs. Dans ce contexte chargé, les mots d'Ibrahim Traoré sur la souveraineté et le respect ne tombent pas dans le vide. Ils se greffent sur une mémoire faite de coups d'État, de leaders panafricanistes, de sanctions, de réformes avortées. Ce n'est pas seulement un discours, mais la cristallisation d'un malaise ancien. La mini-révélation, pour beaucoup d'observateurs, réside là. Un pays considéré comme périphérique devient, l'espace de quelques jours, un foyer de débat mondial sur qui décide pour qui. Pour mesurer l'impact concret de cette séquence, il suffit de descendre dans les rues de Ouagadougou. Des étudiants, des commerçants, des enseignants y parlent du même événement avec des mots différents, mais un fil conducteur commun, le refus d'être réduit à un simple décor dans une négociation internationale. Dans une université publique, un professeur de lettres utilise le discours du 9 octobre comme support de cours. Les étudiants repèrent les répétitions, les métaphores, les changements de rythme, non pour glorifier Ibrahim Traoré, mais pour comprendre comment un texte politique peut structurer l'imaginaire d'une génération. À quelques kilomètres de là, une vendeuse de marché explique à une équipe de télévision locale qu'elle n'a jamais suivi de près l'ONU, mais qu'elle comprend parfaitement l'idée de ne plus s'excuser d'exister. Ces figures ordinaires deviennent des personnages repères. Elles montrent comment une prise de position officielle, largement commentée dans les Ibrahim Traoré interviews,
se traduit en micro-réactions quotidiennes, discussions au kiosque, débats dans les taxis, graffitis sur les murs. Le changement n'est pas spectaculaire. Il se lit dans la façon dont les gens parlent d'eux-mêmes et de leur pays. Ainsi, au-delà des institutions, ce sont ces anonymes qui servent de boussole pour comprendre ce que l'ultimatum et la réponse ont déjà modifié. La possibilité de relier dignité, politique et vie quotidienne en une même conversation. Tout commence par une lettre au langage administratif, datée et timbrée, arrivée à la présidence comme tant d'autres documents. 14 jours pour se conformer à une exigence internationale, sous peine de sanctions non détaillées mais largement anticipées. Le texte mentionne procédure, obligation, mécanisme, sans jamais prononcer le mot qui domine les conversations de rue, pression. La première décision d'Ibrahim Traoré consiste à faire tomber le mur du secret. Au lieu de garder la lettre dans un cercle restreint de conseillers, il ordonne qu'elle soit rendue publique. Le geste surprend. Montrer un ultimatum, c'est accepter d'exposer sa marge de manœuvre et ses fragilités. Mais c'est aussi refuser de laisser l'interprétation au seul communiqué diplomatique. Les heures suivantes, la capitale bruise de rumeurs. On parle d'embargo possible, de gel d'avoirs, de restrictions de voyage, d'expulsion de certaines missions. Les réseaux sociaux s'emplissent de captures d'écran, de vidéos de commentaires, de débats improvisés entre internautes. Le mot ultimatum quitte le vocabulaire des juristes pour entrer dans celui des chauffeurs de taxi. Le soir, la télévision nationale diffuse un message. Le ton est calme, la formule courte. Nous ne plierons pas. Pas de mise en scène spectaculaire, mais une insistance sur le droit d'un pays à choisir sa trajectoire sécuritaire et économique. Ce passage, souvent cité dans les Burkina Faso News, devient la phrase repère des jours suivants. 2 jours plus tard, des milliers de personnes se rassemblent sur la place de la Nation, sans mot d'ordre unique ni organisation centralisée. Des drapeaux du Mali, du Niger et du Burkina Faso se mêlent dans la foule. On y voit des pancartes contre la tutelle permanente, d'autres appelant à une coopération redéfinie, rarement à la rupture totale. La manifestation ressemble moins à une explosion de colère qu'à une déclaration collective. La souveraineté ne doit plus être une parenthèse. En coulisses, le tempo s'accélère. Des chancelleries, des chancelleries occidentales publient des communiqués mesurés évoquant l'inquiétude, appelant au dialogue. Des capitales africaines suivent de près la situation, certaines exprimant un soutien direct, d'autres choisissant le silence prudent. Le Burkina Faso, perçu jusque-là comme un pion discret, devient soudain un sujet de réunion urgente. Ce fil des événements, lettres, publicités, discours, mobilisation, réaction, ne raconte pas un renversement spectaculaire. Il décrit plutôt un glissement. Ce qui devait rester un rappel à l'ordre administratif s'est transformé en moment politique où un pays affirme que les conditions de sa sécurité et de son économie ne peuvent plus être négociées comme de simples lignes de budget. Pour dépasser le registre symbolique, il faut regarder les données disponibles, même imparfaites. Avant la prise de position d'Ibrahim Traoré, la croissance du Burkina Faso tournait autour de 2,8% selon plusieurs institutions régionales. Moins d'un an plus tard, malgré les tensions et la baisse de certaines aides, les estimations évoquent un rythme supérieur, porté notamment par l'or et l'agriculture communautaire. Ce passage d'un chiffre à un autre ne signifie pas un miracle économique, mais montre qu'une stratégie fondée sur les ressources internes n'est pas automatiquement synonyme d'effondrement. Un autre indicateur concerne la dépendance aux bailleurs extérieurs. Pendant des années, plus de 2 tiers du budget de certains secteurs reposait sur des financements étrangers avec leur conditionnalité. Depuis la réorientation annoncée, la part des financements régionaux et des contributions de la diaspora augmente, même si les montants restent modestes.
Chaque pourcentage rééquilibré traduit une tentative de passer d'une logique de tutelle à une logique de partenariat plus symétrique. Sur le terrain énergétique, les données publiées par les autorités indiquent une progression de la production locale d'électricité, passée d'un peu moins d'un cinquième à près d'un tiers en quelques mois. Ce n'est ni spectaculaire ni suffisant pour assurer l'autonomie, mais cela marque une évolution mesurable. Dans un pays où les coupures restent fréquentes, chaque point gagné signifie des heures de lumière supplémentaires pour des écoles, des dispensaires, des ateliers. Les programmes agricoles coopératifs, souvent cités dans les Ibrahim Traoré Interview, couvrent désormais des milliers d'hectares. Là où l'on importait massivement des céréales subventionnées, des récoltes locales commencent à prendre le relais, au moins partiellement. Ces surfaces cultivées en commun, sans dette extérieure directe, deviennent des espaces de test. Peuvent-elles réellement amortir les chocs liés aux sanctions et aux fluctuations des marchés internationaux? Ces chiffres, qu'il s'agisse de croissance, de structure budgétaire, d'énergie ou d'agriculture, ne racontent pas une success story linéaire. Ils dessinent plutôt une trajectoire fragile, où chaque amélioration économique s'accompagne d'un débat politique sur le prix à payer en termes d'alliance et de marge de négociation. La question centrale reste ouverte. Jusqu'où le Burkina Faso peut-il aller sur cette voie sans retomber dans une dépendance simplement déplacée vers d'autres partenaires? Les critiques de la ligne suivie par Ibrahim Traoré ne manquent pas, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Leur argument principal est simple: défier l'ordre international expose un État pauvre et enclavé à des risques disproportionnés. Ils rappellent que le Burkina Faso dépend encore largement des importations de carburant, de médicaments, de pièces agricoles et que toute rupture brutale pourrait se traduire par des pénuries graves. À cela s'ajoute la crainte diplomatique. Selon cette lecture, multiplier les gestes de défi risque d'isoler durablement le pays, de réduire son accès au financement, de compliquer la participation à certaines instances multilatérales. Pour ces observateurs, la fierté nationale ne remplace ni les vaccins ni les engrais, et la souveraineté mal négociée peut se transformer en fardeau pour les populations les plus vulnérables. Ces arguments ont un fond rationnel. Ils s'appuient sur des décennies d'exemples où des États ont payé cher des confrontations prolongées avec des institutions financières et politiques puissantes. Ils mettent en garde contre l'illusion selon laquelle l'appui de quelques partenaires alternatifs suffirait à compenser la fermeture d'anciens circuits d'aide. Face à ce raisonnement, la position défendue par Ibrahim Traoré ne nie pas les contraintes matérielles. Elle les reformule en insistant sur un point. L'isolement ne vient pas du refus ponctuel d'un ultimatum, mais d'un système de chantage où celui qui donne fixe seul les règles. Le pari consiste à montrer qu'un autre type de relation est possible, fondé sur des accords moins asymétriques, même au prix de difficultés immédiates. Le débat ne se réduit donc pas à un affrontement entre courage et prudence. Il oppose deux conceptions de la prudence. L'une qui mise sur la continuité d'un ordre jugé imparfait mais stable, l'autre qui considère que continuer sans réforme profonde revient à prolonger une vulnérabilité structurelle. Entre ces deux visions, aucune certitude, seulement des trajectoires à évaluer dans la durée. Au milieu du compte à rebours, un silence s'installe. Pendant 48 heures, Ibrahim Traoré disparaît des écrans. Aucune image officielle, aucun communiqué. Les rumeurs redémarrent. Crise interne, pression extérieure, stratégie de recul. Puis une vidéo de quelques minutes apparaît, tournée dans une base militaire du Nord. Pas de décor sophistiqué, pas de mise en scène spectaculaire, seulement une voix posée et un message centré sur le courage collectif plutôt que sur la figure du dirigeant. Le propos insiste sur l'idée que la sanction annoncée ne vise pas seulement un gouvernement, mais la volonté d'un peuple de définir ses propres priorités.
Ce moment charnière déplace le centre de gravité du récit. La controverse n'oppose plus seulement ONU et État burkinabé, mais met en lumière la relation entre institutions internationales et sociétés africaines. La question implicite devient: à qui s'adresse vraiment l'ultimatum et qui répond en dernier ressort? À partir de là, la discussion ne concerne plus uniquement la légalité d'une décision, mais sa légitimité aux yeux de ceux qui la subissent. Les conséquences de cette séquence se lisent à plusieurs niveaux, qui ne se réduisent pas à l'économie ou à la diplomatie. Pour les institutions nationales d'abord, le gouvernement burkinabé, porté par la ligne défendue par Ibrahim Traoré, resserre ses liens avec certains voisins du Sahel. Des réunions accélérées ont lieu avec le Mali et le Niger autour de la sécurité, de l'énergie et de l'agriculture. Cette coopération régionale n'efface pas les difficultés, mais change la cartographie des dépendances. Au lieu d'un axe unique tourné vers le nord, plusieurs axes sud-sud commencent à émerger. Pour les autres États africains ensuite. Dans plusieurs capitales, l'épisode burkinabé alimente des débats parlementaires, des tribunes d'intellectuels, des éditoriaux de presse. Certains y voient un modèle de résistance à ne pas suivre, d'autres une invitation à renégocier des accords militaires ou économiques. Même sans alignement automatique, le cas du Burkina Faso devient un point de comparaison pour mesurer ce que vaut réellement la marge de souveraineté dans le système international actuel. Pour la jeunesse, troisième cercle. Dans les universités comme sur les réseaux sociaux, des clubs de réflexion, des espaces de discussion en ligne se créent autour des questions de souveraineté, de coopération, de réforme. Les mots d'Ibrahim Traoré circulent sous forme de citations, de mèmes, de vidéos pédagogiques. Cette circulation n'implique pas une adhésion uniforme, mais elle signale que la politique redevient un langage de projection, pas seulement de résignation. Pour la diaspora, enfin, à Paris, Montréal, Bruxelles ou Abidjan, des associations burkinabées lancent des fonds solidaires destinés à financer des projets agricoles, éducatifs, sanitaires. Ces initiatives restent quantitativement limitées, mais elles renversent un réflexe. Au lieu d'attendre des décisions venues d'en haut, des communautés dispersées choisissent d'agir directement. Les transferts financiers cessent d'être perçus uniquement comme une soupape individuelle et prennent une dimension plus collective. À travers ces quatre niveaux, le choix de ne pas plier devant l'ultimatum montre ses effets graduels. Il ne transforme pas le Burkina Faso en puissance régionale, mais il oblige à reposer la question de la dignité comme paramètre politique concret. C'est là que la figure d'Ibrahim Traoré dépasse son propre pays, non parce qu'il incarnerait une solution universelle, mais parce que son cas met à nu des tensions que beaucoup d'autres sociétés connaissent. À moyen terme, plusieurs trajectoires restent possibles sans qu'aucune ne soit écrite d'avance. Un scénario de base imagine une stabilisation lente. Les sanctions symboliques se multiplient mais restent contenues. Les programmes de coopération ne disparaissent pas tous, certains se renégocient sur de nouveaux termes. Le Burkina Faso poursuit sa ligne actuelle, consolide ses alliances régionales, diversifie ses partenariats vers de nouveaux acteurs sans rompre totalement avec les anciens. Dans ce scénario, la figure d'Ibrahim Traoré demeure controversée, mais le pays évite à la fois l'effondrement et la normalisation rapide. Un scénario optimiste projette un effet de contagion maîtrisé. Inspiré par le précédent burkinabé, d'autres États réclament des révisions de leurs accords militaires ou économiques, parfois avec succès. L'Union africaine, sous pression des opinions publiques, est amenée à ouvrir un débat structuré sur les conditions de la souveraineté continentale. Le Burkina Faso devient alors un laboratoire observé de près, ni modèle absolu, ni contre-exemple,
mais terrain concret où se testent de nouvelles formes de coopération. Un scénario pessimiste, enfin, rappelle les fragilités. Si les alliances régionales ne parviennent pas à compenser les pertes d'appui extérieur, des tensions d'approvisionnement pourraient apparaître, touchant l'énergie, les denrées de base, la santé. Les difficultés internes offriraient alors un prétexte à de nouvelles interventions, présentées comme dokea, comme des opérations de stabilisation. Dans ce cas, l'épisode actuel ne serait plus cité comme une avancée, mais comme un avertissement sur les limites d'une stratégie mal soutenue. Ces scénarios ne sont pas des prophéties, mais des cadres pour penser la suite. La variable déterminante réside dans la cohérence entre les discours sur la dignité et les résultats tangibles pour la population. Si les progrès, même modestes, se confirment, le pari de Ibrahim Traoré obligera ses partenaires comme ses adversaires à revoir leur grille d'analyse. Dans le cas contraire, la rhétorique de souveraineté risquera de se dissoudre dans les contraintes du quotidien. Derrière les chiffres, les communiqués et les stratégies, il reste une dimension plus intime, ce que cette séquence change dans le regard que les individus portent sur eux-mêmes. Dans certains quartiers de Ouagadougou, les coupures d'électricité sont devenues des moments où l'on discute des discours officiels comme on commenterait un match ou une série. Les phrases d'Ibrahim Traoré sont répétées, contestées, nuancées, mais rarement ignorées. Pour une partie de la jeunesse, cette période marque une rupture avec un sentiment d'impuissance chronique. Des lycéens et des étudiants expliquent qu'ils n'attendent plus uniquement des solutions venues d'ailleurs, mais qu'ils envisagent de rester, de s'organiser, de participer au débat public. Ce mouvement reste minoritaire, soumis aux aléas économiques, mais il fissure l'idée que la seule issue serait l'exil. Pour les parents, les commerçants, les travailleurs précaires, l'enjeu se formule autrement. La souveraineté n'est pas un concept abstrait, elle se mesure à la possibilité de nourrir sa famille, de scolariser ses enfants, de se soigner. Ces attentes concrètes constituent le test le plus exigeant pour la ligne politique actuelle. Pour la diaspora, enfin, le récit du pays change subtilement. Au lieu de présenter le Burkina Faso uniquement comme une terre de départ et de crise, certains le décrivent comme un espace d'expérimentation, avec ses risques et ses promesses. Cette nouvelle narration ne gomme pas les difficultés, mais elle ouvre un espace où la dignité et le projet collectif peuvent être pensés ensemble. C'est à ce niveau, celui des vies ordinaires, que se jouera la durabilité de l'élan actuel. Pour que ce moment dépasse le stade d'épisode, il doit s'inscrire dans une démarche structurée. Plusieurs axes se dessinent déjà dans les annonces officielles et les initiatives locales. Le premier concerne la production locale. Les programmes d'agriculture coopérative visent à couvrir une part croissante de la demande alimentaire en impliquant communes, coopératives de femmes, groupes de jeunes. L'objectif n'est pas l'autarcie, mais la réduction d'une dépendance vulnérable aux chocs extérieurs. Le deuxième axe touche à la formation. L'intégration de modules sur la souveraineté, la gouvernance régionale et l'histoire des rapports internationaux dans les universités et les lycées doit permettre à une nouvelle génération de réfléchir aux marges de manœuvre du pays avec des outils critiques, pas seulement avec des slogans. Le troisième axe vise la sécurité partagée, une coordination renforcée avec les pays voisins pour surveiller les frontières, échanger des renseignements, planifier des opérations communes, cherche à substituer à la sécurité importée une sécurité co-construite. Le quatrième renvoie à la gestion des ressources. En révisant les conditions d'exploitation de certaines mines ou de projets énergétiques, l'État tente de capter une part plus importante de la valeur créée et de la redistribuer à l'échelle locale. Enfin, un dernier axe porte sur la mesure de la souveraineté elle-même, à travers des indicateurs combinant autonomie énergétique, diversification des partenariats, capacité à financer certaines politiques publiques,
sans conditionnalité lourde. Ces pistes ne garantissent en rien. Elles offrent un cadre dans lequel la société pourra juger, dans quelques années, si le pari de Ibrahim Traoré a produit autre chose qu'une brève parenthèse. Sur la place de la Nation, là où se sont rassemblés des milliers de manifestants au lendemain du discours, les slogans ont peu à peu quitté les banderoles pour s'inscrire sur les murs, les cahiers d'écoliers, les conversations du soir. La phrase «Nous ne plierons pas» ne renvoie plus seulement à une sortie d'Ibrahim Traoré, mais à un moment partagé où une partie du pays a décidé de se regarder autrement. Un vieil homme, qui se souvient des années Sankara, explique à une journaliste qu'il n'attend plus de répétition exacte du passé. Ce qu'il voit, dit-il, c'est un peuple qui recommence à parler de lui-même sans s'excuser. À ses côtés, des enfants jouent avec des drapeaux, sans mesurer encore le poids des débats qui les entourent. Le Burkina Faso n'est ni invincible ni à l'abri des retours en arrière. Mais il s'est relevé suffisamment pour rappeler que la souveraineté n'est pas une abstraction réservée aux grandes puissances. Dans ce sursaut, la figure d'Ibrahim Traoré devient moins un personnage central qu'un vecteur, celui d'une idée simple, celle d'une Afrique qui accepte de se regarder à hauteur d'égalité. Cette histoire ne se termine pas avec la fin de l'ultimatum, elle se prolonge dans chaque choix collectif, chaque débat, chaque projet qui tente de concilier dignité et réalisme. Le nom d'Ibrahim Traoré continuera de circuler dans les Burkina Faso News et les Ibrahim Traoré Interview, mais l'essentiel se jouera ailleurs, dans la manière dont les citoyens, sur place et dans la diaspora, transformeront ce moment en pratique durable ou en souvenir fugace. La question qui reste ouverte est simple et elle dépasse largement le Burkina Faso. Que faire concrètement d'un réveil politique lorsqu'il survient? Le considérer comme une crise passagère à contenir ou comme une occasion de repenser les règles du jeu entre État, institutions et peuple? À chacun ensuite d'examiner ce miroir et de décider ce qu'il veut y voir. La crainte de perdre des privilèges anciens ou la